Comment mincir et rester mince en interrompant définitivement le yo-yo des kilos? Enfin! Bonsoir, bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. C'est effectivement ce que nous allons voir aujourd'hui en compagnie d'Odile. Donc accrochez-vous bien à vos fauteuils, restez là parce que pendant un peu plus d'une heure, eh bien, ça va déménager. Parce que qu'allons-nous voir ce soir dans Comment mincir et rester mince en interrompant définitivement le yo-yo des kilos? Parce que vous savez sûrement, et vous en faites peut-être partie, des millions de personnes souffrent de ce cercle vicieux qui est le surpoids. Ces kilos en trop sont à la fois le symptôme et la cause d'un mal-être profond et parfois inconscient. Or, les solutions que l'on trouve habituellement répondent à une approche obsolète et fausse de la problématique, basée sur l'équation apport-dépense de calories, régime et exercice physique, et ignore cette souffrance émotionnelle. C'est pourquoi 95% des régimes se soldent par un échec. Le webinaire que propose Odile aujourd'hui a pour objectif de faire découvrir une réponse inédite, efficace et pertinente. Cette nouvelle voie, globale, est révolutionnaire et inédite. Elle aborde toutes les dimensions de l'amincissement afin d'éliminer définitivement l'effet yo-yo. C'est justement la prise en compte de toutes les dimensions de cette problématique qui garantit le succès de cette méthode. L'être humain est un être holistique, multidimensionnel, et seule une réponse multidimensionnelle et holistique peut la résoudre durablement. C'est en cela que celle-ci est si durable et si efficace. En participant à cette soirée, eh bien du coup, vous allez découvrir comment vous allez mincir, rester mince définitivement, retrouver le plaisir d'avoir un corps qui vous plaît et qui plaît, et celui de porter les vêtements qui vous font envie. Vous verrez également pourquoi 95% des régimes amincissants sont des échecs et pourquoi l'équilibre alimentaire n'est qu'une partie, une petite partie même de la réponse à la prise du poids. Vous aurez des réponses également à toutes les réponses incontournables et toutes simples à considérer pour faciliter, à toutes les questions, pardon. Vous aurez des réponses à toutes les questions, c'est mieux ça, incontournables et toutes simples à considérer pour faciliter la prise de poids auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Nous allons voir également les raisons émotionnelles profondes et souvent très anciennes qui sont la clé déterminante de pulsions alimentaires. Et enfin, la méthode pas à pas pour soigner ces blessures émotionnelles à l'origine du yo-yo des kilos et faire la paix avec vous-même pour atteindre le poids que vous vous êtes fixé et le garder pour toujours. Donc vous avez remarqué qu'à côté de moi, eh bien, il y a Odile Lémonier, qui est donc thérapeute en psycho-énergétique, spécialiste de l'amincissement définitif et des kilos yo-yo. Et c'est pour ça qu'elle est avec nous ce soir et qu'elle va pouvoir nous dévoiler tout ce que je viens de vous dire, puisque, figurez-vous, qu'après une carrière dans de grandes entreprises de l'agroalimentaire, on était déjà dans le sujet, Odile s'est formée auprès des plus grands en énergétique et en différentes techniques psycho-énergétiques comme l'EFT, la oh c'est dur à dire tout ça, la psychobioacupressure et beaucoup d'autres. Odile est devenue spécialiste de l'amincissement définitif et des kilos yo-yo depuis 2003. La prise en charge complète de la cause émotionnelle profonde des pulsions alimentaires ont fait son succès et sa réputation. Elle accompagne au quotidien de nombreuses personnes en souffrance émotionnelle dont le surpoids est à la fois la cause et l'effet. Elle les aide à atteindre le poids désiré et à le garder durablement. Elle a élaboré une méthode originale et efficace qui a séduit de nombreuses femmes en France, mais aussi en Belgique, en Angleterre, au Canada et aux États-Unis. Et donc, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons la chance de la voir ce soir pour nous tout seuls. Donc, eh bien, posez-lui vos questions et puis surtout, restez bien attentifs. C'est à toi, Odile, je te laisse cette place de star. Merci Stéphanie. Je suis heureuse de retrouver tout le monde. Un sujet qui inspire aussi énormément de monde, c'est
cercle vicieux de prise de poids, de prise de poids, de perte de poids, etc. Et moi-même, je l'ai vécu pendant à peu près 30 ans. Au point que j'ai éliminé à peu près 700 kilos. C'est le poids d'un ours brun, c'est quand même quelque chose, c'est quand même énorme, ça en dit long sur les frustrations, de voir le poids revenir, de la joie, de voir le poids baisser, etc., etc. Enfin, c'est quelque chose que vous connaissez tous. En tout cas, c'est un sujet qui m'a beaucoup gâché la vie. Et j'avais vraiment à cœur de trouver une solution pour toutes les personnes qui partageaient cette même souffrance émotionnelle. Et au fur et à mesure, en tant que thérapeute, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient cette problématique. Et au fur et à mesure que l'expérience s'est construite, eh bien, avec l'aide en m'appuyant sur les techniques psycho-émotionnelles dont parlait Stéphanie et bien d'autres également, eh bien, j'ai élaboré une méthode qui a permis à beaucoup de personnes de se libérer des kilos émotionnels, mais pas que, nous allons en parler tout à l'heure, et qui ont pu atteindre définitivement le poids qu'elles s'étaient fixé pour objectif. Donc, le carcan psychologique dans lequel on s'enferme quand on est face à des kilos d'émotions, finalement, il est toujours le même et il nous rajoute encore une souffrance supplémentaire par rapport à l'état émotionnel fragilisé que nous avons dès le départ. Alors, en plus de cet état dont nous allons parler tout à l'heure, que je vais développer, eh bien, il y a le découragement devant l'enchaînement des régimes qui se succèdent, le découragement face aux kilos que l'on reprend après les avoir éliminés, il y a la honte et la culpabilité de ne pas pouvoir enrayer ces pulsions alimentaires et une honte de faire face à ce que l'on croit être un manque de volonté, mais nous allons voir ensemble que ça n'a rien à voir. Il y a l'estime de soi et la confiance en soi qui est de plus en plus dégradée au fur et à mesure que le temps passe, et au fur et à mesure qu'on enchaîne les kilos yo-yo et les régimes. Il y a la frustration face au fait de ne pas pouvoir porter les jolies tenues que l'on souhaite, face au fait de souvent se cacher sous des vêtements informes selon ce que l'on croit se cacher, et puis choisir aussi des couleurs un peu passe-muraille pour ne pas être vu et éviter le regard critique des autres. Et tout cela entraîne très souvent un mal-être dans la vie de couple et particulièrement cela impacte l'intimité parce que l'on a peur du regard de son cher et tendre ou de sa chère et tendre sur son corps, le corps dont on a honte. Et cela impacte évidemment la qualité de l'intimité et évidemment ça rayonne sur le relationnel dans le couple d'une manière générale. Mais au-delà du couple, cela entraîne également des peurs vis-à-vis des autres, la peur d'aller vers les autres, la peur de sortir aussi de la solitude parce qu'on a complètement perdu confiance dans sa capacité à séduire et à être séduisant ou séduisante et eh bien, on n'ose pas aller, par exemple, sur des sites, commencer les démarches pour rencontrer quelqu'un et puis sortir de la solitude et puis recréer un couple peut-être. Et puis, enfin, il y a l'anxiété et l'inquiétude que l'on peut avoir face à sa santé. Lorsque le poids augmente, eh bien, on a de plus en plus mal souvent aux genoux parce que ce sont les genoux qui portent effectivement le surpoids. Alors donc on a des problèmes d'articulation et puis on se sent de plus en plus essoufflé. On sent aussi que le rythme cardiaque est beaucoup plus sensible. Et donc, on a peur pour son système cardiovasculaire. Donc, tout ça, eh bien, ça n'est pas une fatalité, on le sait, mais finalement, on ne sait pas comment en sortir. Mais on aimerait tellement pouvoir mincir définitivement tout en faisant des écarts de temps en temps, tout en pouvant reprendre une vie sociale avec sa famille, avec ses amis, pouvoir retrouver confiance en soi, estime de soi-même. Et on sait à quel point la confiance en soi rayonne dans tous les domaines de sa vie et pas seulement
la sphère affective, familiale ou relationnelle, mais également la sphère professionnelle. Le plaisir de retrouver un corps qui plaît, un corps qui nous plaît, que l'on est content de voir dans le miroir, une silhouette dont on est fier, pouvoir porter tous les vêtements dont on a envie, tout ce qui nous séduisent dans les vitrines, sur Internet, etc. Et puis pouvoir se mettre en maillot sans craindre le regard critique des autres. Et puis avoir le plaisir de pratiquer à nouveau une activité sportive, ou alors refaire du foot avec ses enfants, ou refaire des balades à vélo avec ses amis ou en famille, sans s'essouffler, sans craindre les regards critiques. Et puis donc, se sentir capable de séduire, se sentir désiré, se sentir séduisant pour retrouver des relations intimes épanouissantes et harmonieuses. Parce que en fait, toutes ces émotions dont je parlais, qui sont en plus de nos kilos émotionnels, ils sont à la fois la cause et le symptôme. Le surpoids, les kilos que l'on a engrangés sont à la fois la cause et le symptôme de déséquilibre émotionnel. Mais alors, qui de l'œuf ou de la poule, finalement, on ne sait pas trop. Et en fait, voilà comment en fait les choses s'organisent d'une certaine façon. Alors, avec mon pointeur, j'y arrive. Donc, le point de départ, c'est soit une faible estime de soi-même, un manque de confiance en soi, mais c'est souvent des blessures émotionnelles profondes qui peuvent être, par exemple, un vide affectif. Ça peut être la solitude, ça peut être l'ennui aussi, ça peut être une insécurité financière, une insécurité matérielle, une insécurité affective, ça peut être un stress, ça peut être des traumatismes très anciens que l'on n'arrive pas à surmonter, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Et toujours est-il que le mal-être est tel que l'on ressent le besoin de l'apaiser par la nourriture, de se réconforter par la nourriture en s'apportant de la douceur, du sucré. Et puis alors, évidemment, le poids augmente. Et puis à un moment, on est arrivé il y a un événement qui arrive dans la vie, on se dit stop, ça suffit, il faut que ça s'arrête. Et on décide de maigrir. Mais comme toujours, nous sommes tous très pressés, nous voulons tous avoir des résultats rapides et nous voulons être minces avant-hier. Alors, on va choisir un régime qui est sévère, qui est draconien, qui est frustrant, mais qui va nous faire fondre à vue d'œil comme de la neige au soleil. Sauf que l'état émotionnel qui va s'en suivre va être un petit peu dichotomique. D'une certaine façon, il va augmenter le mal-être. Parce que d'un côté, en surface, on va être très satisfait de voir notre silhouette s'affiner, de voir la balance pencher du bon côté. Ça, c'est la satisfaction. Mais juste en dessous, il va y avoir l'état émotionnel qui était initial, qui va être exacerbé parce que la nourriture ne va plus jouer son rôle de réconfort. Et donc, le malaise va s'accroître, va s'accroître, va s'accroître. On va essayer de tenir parce qu'on va se focaliser sur la satisfaction de perdre du poids. Et l'état émotionnel va à un moment être tellement fragilisé que la frustration de ne pas pouvoir avoir ce réconfort et cette douceur va faire que les digues vont craquer et que, eh bien, on va craquer face à une fringale, face à une pulsion alimentaire. Et là, on va passer à la deuxième étape qui va encore fragiliser l'état émotionnel, c'est que notre critique intérieure va se déchaîner. Tu es nul, tu es incapable de résister à la nourriture, tu n'as aucune volonté, tu es incapable de te tenir un objectif, de te le fixer et de t'y tenir. Mais vraiment, tu es lamentable, tu es en dessous de tout, etc. Le critique intérieur va se déchaîner, comme si nous avions besoin de ça. Et la nourriture va apaiser cet état
cet état, comment dirais-je, très inflammé, si je puis m'exprimer ainsi. Et on va avoir besoin encore plus de nourriture pour compenser. Et donc, on va reprendre du poids. L'état, notre critique intérieure va également se déchaîner face à notre miroir. Quand on va se regarder, on va se retrouver encore plus ceci et encore plus cela et encore plus moche et encore plus gros et encore plus lamentable, ce qui fait que ça va encore aggraver notre état émotionnel. Donc, on va encore plus grignoter pour se réconforter, on va encore plus continuer à grossir et donc on va nourrir encore plus le manque d'estime de soi-même, la culpabilité, la honte, etc. Et on va prendre encore plus de kilos qu'au point de départ et on va repartir pour une nouvelle boucle. Et à cette boucle-là se superpose également le métabolisme qui va se ralentir. Lorsque le métabolisme n'est pas complètement idiot. Quand il voit qu'il y a un régime qui se profile à l'horizon, il se met en mode économie d'énergie. Et donc, il va faire en sorte de dépenser le moins possible d'énergie pour faire face à cette baisse d'apport énergétique. Mais quand on va avoir une pulsion alimentaire, eh bien, le corps, lui, ne va pas capter qu'il faut qu'il consomme tout ce surcroît d'énergie et il va rester en mode économie d'énergie. Et c'est aussi l'autre raison pour laquelle, quand on reprend du poids après un régime, eh bien, on reprend beaucoup plus vite parce que le corps reste en mode économie d'énergie. Donc, pour rompre ce fameux cycle vicieux des kilos yo-yo, en fait, il faut arrêter cette dégradation émotionnelle. Il faut pouvoir se libérer non seulement des émotions profondes qui sont à l'origine de la prise de poids au départ, mais également de toutes les émotions qui sont venues se rajouter au fur et à mesure que les kilos se sont engrangés, au fur et à mesure que les régimes se sont enchaînés. Le découragement, et on souhaite ne plus jamais reprendre les kilos éliminés, se libérer de la honte et de la culpabilité, pouvoir faire des écarts, reprendre une vie sociale, comme je disais, sans crainte de regrossir, se libérer de la mésestime de soi-même et pouvoir plaire à nouveau, retrouver le plaisir de plaire et de se plaire dans la glace, se libérer de la frustration et retrouver le plaisir d'un corps qui plaît, d'un corps qui nous plaît, le plaisir de se retrouver hors maillot pendant l'été également, sans craindre la peur le regard critique des autres, pouvoir retrouver le plaisir des jolies tenues que l'on aime. Et puis enfin, se libérer du mal-être et se libérer des peurs que l'on a face au regard de notre partenaire ou au regard supposé des partenaires possibles si on souhaite sortir de la solitude. Pour l'instant, toutes les solutions que l'on trouve lorsque l'on décide de mincir sont toutes des solutions qui sont justifiées, bien sûr, mais qui sont toutes incomplètes parce qu'elles ne prennent jamais en considération les cadres turquoises que vous avez vus qui portent sur les émotions. La première chose à laquelle on pense, c'est le régime, parce que depuis des décennies, on nous fait croire que notre corps est comme des blocs de yo-yo, de Lego, et que tout est une question de chimie et de rien. Il n'y a aucune interaction entre les différentes parties de notre corps. Et quand on grossit, c'est parce qu'on mange trop et qu'on ne fait pas assez de sport. C'est une question de mathématiques, de dépenser. Il faut dépenser plus que ce que l'on mange pour mincir. Voilà, ça ce sont des croyances qui sont complètement fausses et qui ont été démontrées très souvent par des scientifiques que en fait ça se passe pas du tout comme ça. Toujours est-il que c'est toujours la première démarche que l'on fait, mais pour autant elle n'est pas si absurde que ça, même si elle est limitée.
dans son efficacité, elle n'est pas si absurde parce qu'il est clair que si on mange des pizzas et des frites et des hamburgers, c'est sûr que le poids, la balance ne va pas pencher du bon côté, ça c'est certain. Mais il y a donc les régimes, mais il y a aussi dans cette dimension-là alimentaire, il y a les régimes, comment on appelle ça, les menus hyperprotéinés. Il peut y avoir aussi des gélules brûle-graisse, des gélules coupe-faim, tout ce genre, tout ce genre de choses au-delà du simple du régime maillot, du dernier régime à la mode, de Beyoncé, de je ne sais pas qui. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est qui est aussi tout à fait légitime, c'est se préoccuper de la silhouette et de son corps, de l'aspect musculatoire du corps. Et bien sûr, donc on va pouvoir choisir un coach sportif ou alors se remettre à la gym. On va pouvoir aussi choisir la liposuction, se faire poser un anneau gastrique, faire de la chirurgie esthétique, faire de la cryolipolyse, etc. Donc la silhouette va s'améliorer momentanément, mais la cause profonde émotionnelle reste est toujours présente et l'émotionnel reste en souffrance parce qu'il n'est pas du tout pris en compte, même si dans un premier temps, sur le très court terme, eh bien, on voit la silhouette qui s'améliore, on voit la balance qui penche du bon côté lorsqu'on fait un régime. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure sur le slide précédent, eh bien, il y a une partie de soi qui est content et cette satisfaction cache, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et la dernière approche que l'on trouve également, c'est la lutte contre le stress. Alors, c'est une très bonne idée parce que tout le monde sait que le stress fait grossir. En tout cas, il y a certaines personnes pour lesquelles ça n'est pas le cas, mais une grande majorité des personnes grossissent à cause du stress. Et nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Mais c'est une bonne direction, mais elle ne va pas suffisamment loin parce que le stress est l'expression d'une croyance intime que nous ne sommes pas à la hauteur de la situation à laquelle on fait face. Donc, faire de la sophrologie, respirer, faire de la cohérence cardiaque, du yoga ou je ne sais pas trop quoi, c'est une excellente idée. Mais ça n'est pas suffisant parce qu'on ne s'attaque pas au cœur du problème, à la racine profonde du mal-être émotionnel qui est à la cause du stress. Donc, comme vous voyez, ces directions-là ne portent jamais sur l'état émotionnel. L'état émotionnel, quand de départ, les frustrations, lorsque l'on craque, le rapport à la nourriture qui est extrêmement important, qui n'est jamais pris en compte. Et c'est la raison pour laquelle il est important, si on veut mincir, il est important de prendre toutes ces dimensions en compte parce que l'être humain n'est pas, comme je le disais, un amas de briques de Lego dont chacune des briques est indépendante. Nous sommes des êtres holistiques, nous sommes des êtres globaux et dans lequel tout est interdépendant, tout interagit. Et pour avoir une réponse efficace, une réponse durable à une problématique, à la problématique des kilos yo-yo parce qu'elle nous intéresse ce soir, mais c'est aussi le cas pour toutes les problématiques que l'être humain rencontre, seule une réponse efficace et durable peut répondre réellement à cette problématique. Donc, en ce qui concerne les kilos yo-yo, eh bien, le corps et tout ce qui concerne l'approche autour du corps, c'est-à-dire la santé du corps, nous allons détailler un peu cela tout à l'heure, l'équilibre énergétique, l'exercice physique est à prendre en compte. Dans la dimension psycho-émotionnelle, les blessures, les cicatrices émotionnelles, même celles qui proviennent de l'enfance et voire de la vie intra-utérine, l'estime de soi, la confiance en soi, les croyances erronées ou limitantes qu'elles portent sur soi, qu'elles portent sur les autres, qu'elles portent sur le poids, qu'elles portent sur les rondeurs, sur la féminité. Toutes ces croyances qui nous proviennent de notre éducation, de notre culture, sont des facteurs de savonnage de planche
absolument incroyables. Et il convient de les identifier et de les neutraliser pour ne plus faire d'efforts en pure perte. Et puis le dernier point, c'est l'équilibre alimentaire. J'en parlais à l'instant à propos des régimes. Bien, il importe d'avoir une alimentation variée et d'avoir une alimentation équilibrée pour conserver un corps en bonne santé et éviter les carences. Pour ce qui est du corps, donc le premier point dont je parlais tout à l'heure, eh bien, certains dysfonctionnements, certains blocages ou certaines carences peuvent être facteurs de prise de poids ou de ralentissement ou de blocage dans l'amincissement. Par exemple, certains dysfonctionnements organiques comme la flore intestinale peuvent bloquer l'amincissement. Si votre flore intestinale est déséquilibrée, eh bien, vous allez toujours pouvoir manger de la salade sans assaisonnement, vous ne perdrez pas 1 gramme, ou alors si vous en perdez un, ça sera au fruit d'efforts très importants. Il y a d'autres dysfonctionnements organiques, mais je vais faire un peu court parce qu'on n'est pas là pour faire un cours de médecine. D'ailleurs, je n'ai pas le niveau, je le reconnais, mais c'est un domaine quand même que je maîtrise bien. Certains blocages énergétiques sont extrêmement importants et cruciaux. Je vais vous donner par exemple l'exemple du blocage énergétique de la rate et du pancréas. En médecine chinoise, ils sont liés à l'amour de soi. Et ça doit vous interpeller parce que quand on manque d'estime de soi-même, quand on manque de confiance en soi, quand on manque d'amour de soi, eh bien, on a tendance à se réconforter avec de la nourriture sucrée, avec du chocolat, avec des bonbons, avec des gâteaux. Mais lorsqu'on consomme trop de nourriture sucrée, on déséquilibre la rate et le pancréas. Et d'ailleurs, à certains moments, ça peut même entraîner du diabète. Mais on le déséquilibre. Et comme on le déséquilibre, eh bien, ça exacerbe l'envie du sucré. Et on rentre dans un cercle vicieux. Donc, c'est très important de prendre en compte ce blocage énergétique et de le réguler afin que l'envie de sucrer ne provienne pas de ce blocage énergétique. Vous comprenez ? Parce que si vous faites un régime et que vous avez la rate et le pancréas qui battent la chamade, eh bien, vous allez être sujet à de nombreuses pulsions alimentaires que vous allez avoir, qui vont vous compliquer la tâche, tout simplement. Il y a certaines carences, comme celle des acides aminés essentiels, comme celle de certains oligo-éléments ou comme celle de certains minéraux qui peuvent ralentir l'amincissement ou qui sont facteurs de prise de poids. Donc, il est intéressant de bien valider ce point. Lorsque votre corps n'a pas été détoxiné régulièrement, eh bien, les émonctoires, tous ces organes qui permettent au corps d'éliminer les déchets, ne fonctionnent pas bien. Et donc, quand vous êtes en phase d'amincissement, eh bien, votre corps a du mal, les organes qui ne fonctionnent pas bien pour éliminer les déchets ont du mal à éliminer les déchets qui proviennent de l'amincissement. Donc, il est intéressant de valider ce point également. Il y a certains déséquilibres hormonaux, par exemple l'hypothyroïdie qui est facteur de surpoids. Il y a l'hormone du stress, on parlait tout à l'heure du stress. L'hormone du stress, le cortisol, entraîne un stockage des graisses. Donc, il est intéressant de travailler là-dessus aussi. La sédentarité, inutile de vous faire un dessin, ce n'est pas en comatant dans son canapé qu'on va mincir et qu'on va sculpter son corps, c'est clair, mais le fait de faire de l'exercice, c'est aussi positif parce que parce que ça permet d'entretenir le dessin du corps et la musculature, mais également le fait de faire de l'exercice réveille l'hormone du bien-être et l'hormone du plaisir. Donc, c'est très utile dans la phase d'amincissement. Et puis enfin, le manque de sommeil. Le manque de sommeil est également un facteur à surveiller parce que le cerveau ne fait pas tellement la différence entre la faim, la soif et la fatigue. Et il sait juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, pour lutter contre la fatigue, eh bien, on va manger.
Ben, c'est justement ce qu'on ne veut pas. D'autant qu'en plus, quand on est fatigué, eh bien, on a la flemme de chausser ses baskets pour aller faire une promenade, un peu une marche rapide, ou bien d'aller courir autour du pâté de maison ou d'aller à la gym. Donc, vous voyez, tous ces paramètres doivent être pris en compte pour éviter de se tirer une balle dans le pied quand on veut mincir. Il y a un autre point qui est intéressant aussi quand on parle de la relation du corps, c'est la relation que l'on nourrit avec son corps. Comment est-ce que je vois mon corps, comment je le traite, qu'est-ce que je pense de lui, comment est-ce que je m'occupe de lui, comment est-ce que je prends soin de lui. Cette relation, elle est nourrie d'énergie, elle est nourrie de pensée. Est-ce que ce que je pense de lui, est-ce que c'est positif? Si je le pense, les pensées sont des énergies. Si on pense positivement à son corps, eh bien on envoie des énergies positives. En revanche, très souvent, quand on a quelques kilos en trop, on prend en général, on ne se regarde que dans des miroirs qui sont comme ça, juste pour voir si on n'a pas de la salade accrochée entre dedans, mais on évite de regarder en dessous. Et quand on passe devant un miroir en pied, on passe à toute vitesse parce que voir son image, ça occasionne de la souffrance et de la frustration. Et le peu de fois où on se voit, mais qu'est-ce que t'es moche, mais qu'est-ce que t'es gros, mais c'est bourrelé, qu'est-ce que c'est moche, etc., etc. Et là, on se déverse des énergies négatives. Et notre corps va recevoir ces énergies. Et c'est vraiment tout ce dont on n'a pas besoin. Quand on est en surpoids, eh bien, on a besoin d'amour, on a besoin d'énergie positive, on a besoin de tendresse. Et on la cherche et on la trouve dans la nourriture sucrée souvent, ou dans la nourriture qui est un peu grasse aussi, parce que ça porte du poids et ça remplit. Les pensées sont des énergies, et un scientifique japonais qui s'appelle Masaru Emoto a mené une expérience sur l'eau et la mémoire de l'eau, en soumettant de l'eau à des énergies différentes, entre autres à de la musique de Mozart, à de l'amour, à la haine, à du heavy metal. Et en fonction de l'énergie que l'eau recevait, eh bien, lorsqu'elle était cristallisée, soit elle formait des magnifiques cristaux comme pour Mozart, qui s'en étonne, et formait des cristaux extrêmement irréguliers quand elle était soumise au heavy metal. Et comme notre corps est constitué de 90% d'eau, ça en dit long sur l'impact de nos pensées lorsque l'on se critique face à notre miroir. Et Masaru Emoto a transféré cette expérience de l'eau sur le riz. Je vous ai mis une photo en dessous de la dame qui se regarde sur le miroir avec trois bols de riz enfermés dans des bocaux hermétiques. L'un, amour, sur lequel on écrivait sur l'un amour, sur l'autre rien et sur le troisième haine. Et pendant 3 semaines, il a envoyé de l'amour au premier bocal, rien au second et de la haine au troisième. Et on voit la différence d'état du riz au bout de 3 semaines en fonction de l'énergie qu'on lui envoie. Et donc, c'est intéressant de constater que l'état du riz est proche de ce que on peut subir dans notre corps aussi. Les dysfonctionnements de notre corps peuvent aussi provenir d'une raison énergétique comme celle-là. Et c'est vraiment intéressant d'y penser et de s'en souvenir quand on passe devant son miroir et qu'on commence à se critiquer. Et c'est un point qui est extrêmement important dans le programme que j'ai mis en place et dans la méthode que je propose, parce que l'énergie d'amour, c'est vraiment quelque chose qui est très porteur et qui nous tire vers le haut. La dimension psycho-émotionnelle, c'est un très gros morceau dans le programme également. L'amour, c'est l'état d'esprit du programme et de la méthode que je propose. Et le corps
important du programme est le travail sur les émotions, sur la dimension psycho-émotionnelle. Hippocrate, qui était le père de la médecine, disait que le corps est le messager de l'âme. Et donc, on peut se poser la question, qu'est-ce que notre corps nous dit à travers notre prise de poids, à travers nos fringales, à travers notre boulimie? Quel est le rôle de ces kilos que l'on stocke? Est-ce que c'est une protection? Est-ce qu'ils jouent un rôle de protection vis-à-vis des autres quand on est, par exemple, agressé au travail par un patron qui est difficile ou une collègue qui nous fait subir du harcèlement ou des pressions, etc. Est-ce que c'est une façon d'occuper plus d'espace? Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent chez les mères de famille. De très nombreuses femmes, une fois qu'elles sont mères, s'oublient complètement et tournent tout leur temps, toute leur énergie, tous leurs soucis vers le bien-être de leur famille. Et le fait de prendre, d'occuper plus d'espace, c'est comme si le corps disait « Ouh, je suis là, tu me vois là dans le miroir, tu m'oublies là, regarde, tu vois, il y a quelqu'un là, il faut que tu prennes soin de cette personne, il faut que tu lui consacres du temps, que tu écoutes ses besoins et que tu écoutes ses désirs. » Ça peut être aussi un message subliminal qu'elle fait passer à la famille, justement quand elle ne pense qu'aux autres et que personne ne pense à elle. Et j'existe, hein, moi aussi. Est-ce que quelqu'un s'intéresse à mon état, à ma fatigue, etc. Donc, si je prends plus de poids, vous me voyez peut-être un peu mieux là. Vous risquez peut-être de moins me louper. Hein, vous me voyez bien. Il y a aussi un autre point qui est sur les émotions qui sous-tendent nos fringales. Dans quel état émotionnel suis-je quand je suis comme téléguidée vers le frigo ou le placard à gâteaux? C'est une question qui est extrêmement importante et à laquelle on ne pense pas parce qu'on se met presque dans un état second quand on se dirige vers le chocolat ou les biscuits. Dans quel état suis-je? Est-ce que c'est pourquoi est-ce que je vais manger ou pourquoi est-ce que je vais craquer sur du chocolat? Est-ce que c'est parce que je m'ennuie? Est-ce que c'est parce que je souffre d'un vide affectif? Je suis loin de ma famille, je suis en couple, mais je suis complètement transparente pour mon conjoint. Est-ce que c'est parce que je suis seule et que je n'ose pas aller vers les autres ou je n'ose pas m'inscrire sur un site ou aller dans des associations ou aller vers les autres et donc je me sens seule et j'ai peur de finir mes jours seule? Est-ce que c'est parce que je vis de l'insécurité matérielle, de l'insécurité financière, de l'insécurité affective? Est-ce que c'est parce que je suis sous stress ou autre? Pourquoi qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Ce qui nous conduit à l'autre point qui peut être souvent à la naissance des émotions dont je viens de parler, c'est la blessure émotionnelle. Lise Bourbeau, qui est une thérapeute canadienne, a écrit de nombreux ouvrages, dont plusieurs sur les blessures, entre autres un qui s'appelle « Les 5 blessures de l'âme ». Les 5 blessures, on peut les organiser selon l'acronyme TRAHI, parce que en fait, ces 5 blessures sont une forme de trahison pour le bébé ou le petit enfant qui fait confiance aux adultes qui sont en charge de lui. Donc, l'acronyme, c'est T comme trahison, R, rejet, A, abandon, H, humiliation et I, injustice. Ces blessures émotionnelles, elles sont parfois même intra-utéro et elles forment comme un filtre déformant tout au long de notre vie. Et quand, en tant qu'adulte, on vit une situation qui réactive la blessure émotionnelle, eh bien, nos émotions sont décuplées, elles sont exacerbées.
à cause de la présence de cette blessure émotionnelle. Lorsque l'on vit quelque chose en tant qu'adulte, finalement, c'est l'enfant en souffrant en nous qui se réveille et qui exprime son humiliation, sa peur face à la trahison, au rejet, à l'injustice, etc. Donc, c'est vraiment primordial d'aller jusqu'au fond, de comprendre, d'identifier quelle est la blessure émotionnelle qui est à l'origine de cette arborescence d'émotions qui fait que on se sent fragile dans certaines situations et que l'on est sujet à des pulsions alimentaires pour s'apaiser, pour s'apporter du réconfort. Et puis, il y a un point qui est très important aussi, c'est la nourriture, qui a un lien avec la mère. Et la nourriture, c'est particulièrement vrai dans les cas d'anorexie, mais c'est vrai d'une manière générale dans tout ce qui concerne la nourriture, et d'autant que la nourriture est en lien avec le plaisir oral du tout petit. Donc, vous voyez à quel point c'est un sujet qui est important, et c'est un peu comme la partie émergée de l'iceberg. Donc, il est important de non seulement calmer la partie émergée, mais d'aller chercher et de comprendre, d'identifier, de décrypter, de comprendre et de guérir la partie immergée de l'iceberg. Et tant qu'on n'est pas allé au fond, eh bien, ces blessures et ces émotions seront toujours là. En lien avec ces blessures, il y a également, enfin avec ces émotions, il y a également les croyances erronées, les croyances limitantes qui sont inconscientes. Je disais tout à l'heure, qui nous savonnent joyeusement la planche, parce que quelquefois, elles vont complètement à l'encontre de nos choix et de nos décisions conscientes. Je vais vous donner trois exemples de personnes qui sont venues me voir dans mon cabinet. La première personne, c'était une dame qui était issue d'une famille extrêmement unie et dont tous les membres étaient un peu ronds. Consciemment, elle avait envie de mincir, elle avait envie de s'habiller avec des jolis vêtements, etc., etc. Elle en avait assez de se cacher dans des grands t-shirts informes. Mais inconsciemment, sa peur de trahir ce qu'elle aimait, sa peur d'abandonner ce qu'elle aimait, la faisait freiner des quatre fers et l'empêchait de mincir. Et donc, ça a été intéressant de comprendre que ce n'est pas parce qu'elle mincissait qu'elle abandonnait ce qu'elle aimait et qu'elle leur disait, vous voyez, je rejette votre modèle et je me sépare de vous. Donc ça, c'était une première croyance. Une autre croyance, il s'agissait d'une personne qui souhaitait mincir depuis très longtemps, qui avait enchaîné je ne sais combien de régimes, toujours en vain. Et nous avons découvert ensemble que pour elle, mincir signifiait la mort. Parce que lorsque elle a minci, elle était déjà arrivée, comme je vous disais, elle avait enchaîné les kilos yo-yo, elle était arrivée à un poids, au poids qu'elle souhaitait une première fois. À ce moment-là, elle a perdu sa maman d'un cancer, qui elle-même souffrait avait enchaîné les kilos yo-yo, et au moment où elle est décédée, eh bien, elle avait perdu du poids et elle avait atteint le poids qu'elle souhaitait finalement. Donc, premier traumatisme et première association inconsciente entre la minceur et la mort. Quelque temps après, elle regrossit évidemment avec le deuil. C'était sa façon de surmonter cette épreuve. Elle a décidé de remincir à nouveau. Elle a retrouvé à nouveau un poids, son poids d'objectif. Elle était contente et elle a perdu son frère. Donc, à nouveau, réactivation de cette croyance erronée entre la minceur et la mort. Donc, avec des croyances comme ça, eh bien, pour essayer à nouveau de mincir, il faut vraiment s'accrocher. Donc, toutes ces tentatives ensuite pour mincir se sont soldées bien sûr par des échecs. Donc, une fois qu'on a compris ça, elle a minci et
elle n'a plus repris les kilos qu'elle avait pu éliminer. Pour un troisième exemple de croyance limitante ou erronée, dans la culture familiale d'une troisième personne, eh bien, la rondeur était signe de féminité, était signe de maternité. Consciemment, elle avait envie de mincir, mais inconsciemment, eh bien, elle avait peur de devenir une mauvaise mère. Donc, il a fallu c'était le travail de décryptage des croyances de cette personne pour qu'elle lui permette de mincir et de ne pas reprendre. Et la nourriture, c'est quelque chose qui est sujet à beaucoup de croyances, beaucoup de mémoire et beaucoup de schémas. Parce que, vous voyez, nos parents ont connu la guerre. Ils étaient enfants pendant la guerre. Et ils ont vécu la peur des parents de ne pas pouvoir nourrir convenablement leur enfant. Et ça a été transmis inconsciemment dans les gènes d'une certaine façon. Moi, j'ai été élevée par des parents qui avaient connu des bombardements assez violents dans les villes dans lesquelles ils habitaient quand ils étaient enfants. Et la nourriture, c'était très important. D'abord, la rondeur, ça voulait dire qu'on était en bonne santé. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent dans cette génération-là. Et puis, l'autre chose, c'est que la nourriture, c'est quelque chose qu'il ne faut pas gâcher. Et donc, pendant très longtemps, je nettoyais mon assiette, il ne restait pas un grain de riz, pas un haricot, il ne restait pas une miette. Et ça a été, voilà, on a été formaté comme ça parce qu'il ne fallait rien perdre. Et il y a de multiples traditions familiales qui se transmettent autour de la table. Des événements traumatisants aussi que l'on raconte. La table, c'est le partage du repas, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans toutes les cultures et depuis la nuit des temps. C'est le signe de la convivialité, le partage de la nourriture et le partage aussi la préparation du repas aussi. Et c'est un moment privilégié de partage, un moment très convivial, la préparation du repas. Le repas, c'est quelque chose qui est central dans toutes les cultures. Et vous voyez, j'ai choisi une photo qui m'a fait un peu penser à la préparation d'un office religieux avec la fenêtre en fond comme des vitraux, par exemple, avec l'officiant, et puis le petit enfant de chœur en bas qui est en train d'assister l'officiant. Et puis, on voit la grand-messe qui va se préparer avec tous les participants tout autour. C'est fondateur dans une famille, ça entretient le lien familial dans ce qu'il y a de meilleur, mais aussi dans ce qu'il y a de pire sur les croyances de transmission et de schémas et de mémoire sur la nourriture, sur le poids, sur les rondeurs, sur les diktats de l'éducation, sur les culpabilités face à la nourriture. Moi, j'ai entendu tu vas pas laisser ça, il y a des petits Africains qui ont faim et qu'est-ce qu'ils feraient pas pour manger le reste de ton assiette. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu ça. J'ai des patientes qui m'ont raconté il y a quelques jours qu'on leur réservait régulièrement l'assiette. Tant que l'assiette n'était pas finie, eh bien, on leur resservait de repas en repas la même assiette. Et donc, c'était la négation totale de la faim de l'enfant, mais aussi de ses goûts. Donc, c'était la négation de ses désirs et donc de ses besoins aussi. Donc, c'est l'impact sur qui je suis, l'impact sur je mérite d'être entendu est beaucoup plus important que ce à quoi on pourrait penser. Et ça fait partie des émotions sur lesquelles il faut travailler pour se libérer des kilos émotionnels et des kilos yo-yo. Il y a une autre dimension aussi à propos de la nourriture qui est très importante, c'est que, et ça revient un peu à l'idée dont je parlais au début avec le fait de s'envoyer des énergies positives et d'être en paix, de cultiver la paix et l'amour de soi et l'amour de son corps, ce sont les régimes. Et souvent, on part en régime comme on part en croisade.
on part en croisade, on perd, c'est une déclaration de guerre au kilo en trop, au plaisir de la table, à la convivialité du repas en famille ou entre amis, au plaisir d'être ensemble. Quand on commence à faire un régime, eh bien, on limite les sorties parce qu'on a peur de saccager en un repas tous les efforts de plusieurs semaines. On évite les invitations pour la même raison. Et lorsqu'on accepte, eh bien, on est tellement obnubilé par ce que l'on doit éviter de manger pour éviter de reprendre les quelques kilos, que eh bien, on passe complètement à côté du plaisir d'être ensemble. Et puis, c'est également une déclaration de guerre à son corps parce que souvent, quand on se lance dans un régime, eh bien, on peut se priver de nutriments nécessaires parce que sous prétexte qu'ils sont trop ceci ou trop cela. Or, le corps a besoin de sucre, le corps a besoin de gras, a besoin de lipides pour le bon fonctionnement du cerveau et pour le bon fonctionnement des cellules, tout simplement. C'est d'ailleurs, j'en profite pour glisser que dans mon programme, je ne parle pas de régime, mais je parle de mode alimentaire. Et moi, je propose la chrononutrition, qui est vous en avez peut-être entendu parler, le principe de la chrononutrition, c'est d'apporter au corps ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Ce qui fait qu'il n'y a pas de privation, on mange de tout, mais pas à n'importe quel moment du repas. Vous voyez, par exemple, le chocolat, eh bien, ou bien une petite douceur, on peut la manger à 4 heures au moment où le corps a besoin de sucre. Vous voyez ? Et donc, pour en revenir au régime, et donc ça marche très bien. Le fait d'apporter d'apporter au corps ce dont il a besoin au moment où il a besoin fait qu'il consomme les nutriments qu'on lui apporte au bon moment et ça évite de prendre du poids et ça permet de retrouver sa silhouette extrêmement rapidement, sans frustration et sans contrainte. Parce que c'est un mode de vie que l'on adapte et que l'on adopte pour toute la famille parce que tout le monde mange de tout en fait. Et donc oui, donc ne plus être en guerre, arrêter la croisade et faire les choses par amour pour soi, par amour pour son corps, apporter ce que l'on apporte sur son assiette, dans son assiette, ce sont des nutriments, c'est un cadeau à son corps, le cadeau d'une nourriture équilibrée, d'une nourriture d'une jolie assiette. On peut faire quelque chose de très joli en jouant avec les couleurs, les saveurs, etc. C'est un cadeau à son corps de bienfaits, de nutriments pour qu'il soit en bonne santé, pour qu'il fonctionne bien. Et puis, bien sûr, c'est le cadeau du plaisir partagé, de la convivialité. Les plus grandes erreurs à éviter, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est commencer un régime comme on part en croisade. Donc, c'est se libérer de ces kilos yo-yo par amour pour soi-même. C'est un acte d'amour pour soi-même. Mais l'autre grande erreur à éviter, c'est de continuer à faire ce qu'on faisait en attendant un résultat différent. Einstein disait, la folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Si vous savez que les régimes, le dernier régime de Scheim ne fonctionne pas, c'est pas la peine de continuer à le faire. Donc, pour rompre le yo-yo des kilos, on a pu voir quels étaient les différents axes qui étaient intéressants de prendre en charge pour rompre ce cercle vicieux et en particulier les clés émotionnelles, aborder les clés émotionnelles sous tous ces aspects, c'est-à-dire le rapport à la nourriture, le rapport au corps, le rapport à sa confiance en soi, à son estime de soi, qui conduit aux pulsions alimentaires pour se rassurer, pour se réconforter, et puis enfin, les blessures émotionnelles qui sont
très profondément ancrées, enracinées en nous, et également les croyances erronées ou limitantes qui sont à l'origine des fragilités, qui également génèrent les fringales ou génèrent le grignotage. Ce qui est important, une fois que ces points, ces clés émotionnelles seront identifiées, c'est de les comprendre et ensuite de les guérir. Et tant que l'état émotionnel ne sera pas apaisé, eh bien, les causes des grignotages, les causes des fringales ne seront pas guéries. Donc, si vous ne changez rien, si vous ne guérissez pas toutes ces clés, ces causes émotionnelles, si vous ne les apaisez pas, si vous ne les cicatrisez pas, eh bien, vous continuerez à vous sentir lourd, à vous sentir essoufflé, à ne pas pouvoir porter les vêtements qui vous plaisent, à continuer à avoir peur de séduire. Vous allez continuer à avoir peur de ne plus être désiré, de ne plus vous sentir désiré dans les yeux de la personne que vous aimez. Vous allez continuer de souffrir du manque de confiance en vous, et puis vous allez continuer à mettre votre santé en danger, ou sinon en danger, en tout cas à la fragiliser. Alors que ce dont vous avez envie, c'est tout l'inverse. Imaginez ce que ce serait si enfin, et ce que ce sera, quand enfin vous aurez retrouvé votre poids idéal, que vous allez vous sentir beau, que vous allez vous sentir léger, que vous allez pouvoir aller faire du vélo avec vos amis, ou faire une partie de foot avec vos enfants, que vous allez pouvoir vous mettre en maillot de bain avec plaisir, sans craindre des regards critiques sur la plage, pouvoir porter des vêtements qui vous plaisent en constatant qu'ils tombent bien, laisser tomber vos t-shirts informes, gris, marron, noir, pour vous cacher, avoir le plaisir de refaire du sport, refaire le sport que vous aimez, ou refaire l'exercice que vous aimez, refaire des randonnées le long de la mer, etc. Et puis retrouver confiance en vous, ne pas avoir peur des craintes, du regard critique des autres, et puis retrouver le regard appréciateur de votre partenaire, ou retrouver confiance dans votre capacité à séduire, à être désiré, et puis à réamorcer une pompe de joie et de plaisir dans le partage avec les autres. Je vous avais proposé, j'ai prévu 2 ateliers. Le premier atelier aura lieu le lundi 10 et a pour objectif de comprendre ses pulsions alimentaires. Alors, pour ce faire, je vous invite à prévoir du papier, des feutres, une tenue confortable, parce que nous allons faire des exercices de relaxation, etc. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire la posture de l'arbre ou je ne sais pas quoi en yoga. Non, 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 c'est juste pour vous sentir à l'aise et au chaud. Un plaid éventuellement pendant la relaxation pour que vous ne soyez pas perturbé par des sensations de froid. Et au cours de l'atelier, nous allons faire plusieurs exercices. Nous allons apprendre, nous allons découvrir tous ensemble comment le stress et comment les émotions d'insécurité, de peur, d'angoisse, de colère perturbent profondément et durablement le bon fonctionnement de l'organisme. Nous allons identifier et décrypter à travers d'autres exercices quelle est l'émotion principale qui est à l'origine de vos pulsions alimentaires. Je dis bien l'émotion principale parce qu'il y a souvent une émotion principale et plein d'émotions annexes. C'est un petit peu comme, vous savez, vous avez peut-être déjà vu des fils à pêche comme ça, je sais pas, il y a une technique mais je ne sais pas le nom. Il y a un grand fil, plein de petits fils au grand fil principal avec des hameçons et au bout. Eh bien, les émotions, c'est un peu la même chose. Quand on tire l'émotion principale, eh bien, il y a plein d'autres émotions annexes qui sont reliées. Donc, il convient de décrypter l'émotion principale, bien sûr, mais lorsque vous vous inscrirez à mon programme, eh bien, nous travaillerons sur l'ensemble de toutes les émotions qui sont à l'origine de vos pulsions alimentaires, de vos fringales, de vos grignotages. Nous allons faire un autre exercice qui va nous permettre de reconnaître quelle est la blessure émotionnelle d'enfance qui est à l'origine de l'émotion principale que nous avons identifiée dans l'exercice précédent. Et puis enfin, nous allons faire un autre
une autre pratique pour guérir cette blessure émotionnelle, pour l'apaiser, afin d'enrayer donc ce mécanisme de compulsion. Donc, et puis n'oubliez pas le verre d'eau, là j'ai noté ici, je ne vous l'ai pas dit, le verre d'eau pour s'hydrater, parce que quand on fait du travail sur soi, on a besoin d'hydrater son cerveau. Le deuxième atelier qui va avoir lieu le 17 février, également à 20h30, va porter sur l'autosabotage inconscient. J'en ai parlé un petit peu précédemment. Donc, nous allons faire plusieurs exercices. Le premier, comprendre comment des croyances erronées et limitantes sabotent nos efforts, néant tout ce que l'on a fait pour essayer de mincir. Nous allons apprendre à identifier toutes les croyances limitantes principales et puis l'origine de ces croyances limitantes. Nous allons apprendre à transformer ces croyances en dynamique porteuse pour accompagner notre démarche d'amincissement, nous soutenir dans notre détermination à mincir et que ça arrête de nous saboter. Et puis enfin, nous allons découvrir d'autres sources d'auto-sabotage qui également nous savonnent la planche dans nos démarches d'amincissement. Et pour cet atelier, eh bien, prévoyez une tenue confortable de la même façon, un pli, une couverture, et puis un grand verre d'eau pour vous hydrater. Voilà, Stéphanie. Oui, ben merci beaucoup Odile pour tout ça. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser, que ce soit des questions qui concernent tout ce que vient de vous dire Odile, ou bien des questions concernant ces deux ateliers qui auront lieu les 10 et 17 février à 20h30 en direct. Bien sûr, si jamais vous ne pouvez pas assister au direct, eh bien ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Vous aurez tout cela en replay. En plus, eh bien, il y a des tarifs spéciaux, n'est-ce pas, Académie Nouvelle Vie, spécialement pour vous. Vous savez qu'on les tord, on les presse jusqu'à la moelle, nos intervenants, pour qu'ils vous fassent découvrir leur discipline et leur méthode, et que vous puissiez tous y accéder. Et donc là, eh ben, ce soir, à partir d'une vingtaine d'euros, vous allez pouvoir accéder à ces ateliers, 3 fois 20 et quelques euros. Vous cliquez juste sur le bouton « Je découvre le programme d'Odile » et vous verrez donc que vous pourrez rejoindre toutes les personnes qui, grâce à Odile, eh bien, ont pu faire disparaître les kilos et en évitant cet effet yo-yo que tout le monde redoute. Donc, voilà, voilà. Alors, vos questions, je regarde, je retourne dans le chat. Hop, 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 je remonte, je remonte. Alors, il y a Isabelle qui nous disait « Je pèse 60 kilos, j'étais descendue à 51. J'ai réussi à stabiliser pendant 2 ans à 53, mais je les ai repris et je n'arrive pas à les perdre, même si je mange peu et correctement. » Est-ce que Isabelle correspond tout à fait est-ce qu'elle fait partie donc des personnes qui vont pouvoir amorcer une perte de poids et surtout une stabilisation durable grâce à ces ateliers que tu nous proposes? Euh, les ateliers vont permettre vont lui permettre de comprendre les pulsions. Pour autant, là, ce à quoi elle fait face, c'est le métabolisme qui est complètement ralenti, qui est presque bloqué. Donc, en fait, les ateliers ne vont pas lui permettre de relancer son métabolisme parce que il s'agit de faire autre chose pour relancer son métabolisme. Mais si elle mange 3 fois rien et qu'elle ne mincit pas, c'est parce que le métabolisme est bloqué. Donc, il s'agit de le relancer. Alors, ensuite, bah oui, Isabelle d'ailleurs, toujours, qui nous dit qu'elle a même pesé jusqu'à 90 kilos et qui ne voudrait pas que ça arrive à nouveau. Est-ce que on peut utiliser l'EFT pour
alors, comme je ne sais pas exactement, c'est que les questions étaient posées pendant qu'on parlait, donc du coup, je ne sais pas exactement à quel sujet ça fait référence, mais est-ce qu'on peut utiliser l'EFT du coup? Oui, l'EFT est une technique que l'on peut utiliser, pas à chaque fois parce que l'EFT permet de prendre en charge des émotions qui sont conscientes, mais lorsque les émotions sont inconscientes, il y a d'autres techniques psycho-émotionnelles qui sont beaucoup plus efficaces. Mais souvent, il est intéressant d'associer différentes techniques pour obtenir un résultat optimum. Donc, effectivement, l'EFT, c'est une très bonne idée et ça marche très bien. Oui. Cathy nous dit merci Odile et Stéphanie, c'était génial. J'ai acheté les 2 ateliers. Eh ben écoute, bienvenue Cathy. On est ravis de te retrouver en Merci. direct. Ah oui, je serais très contente de vous revoir, de vous retrouver lors des Voilà, donc bah, ateliers, en comme effet. Cathy, hein, vous pouvez donc cliquer sur le bouton Je découvre le programme d'Odile pour nous rejoindre, participer avec nous en direct ou bien en replay à ces 2 ateliers pour donc apprendre tout ce que vous a décrit tout à l'heure Odile et amorcer ce changement de traitement avec votre corps ou ce changement d'entente avec notre corps. C'est ça l'idée, hein. Voilà. Oui, 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 c'est La ça, c'est relation. changer Tu as la les meilleurs relation mots avec son puisque corps. Oui, oui, tu es experte oui, dans ce domaine. oui. Eh bien, écoute, pour l'instant, il n'y a plus de questions. Donc, mais je te remercie énormément, Odile, d'avoir passé ce moment avec nous. Ben, j'étais très C'était contente très, très d'être là avec intéressant. vous. Merci beaucoup. Merci à vous tous également de nous avoir suivis. Et rendez-vous, eh bien, pour l'atelier de Catherine. Pourquoi je dis? Parce que c'est Cathy qui a acheté les ateliers, c'est pour ça que je pense Catherine. Mais sinon, c'est à bien Odile, n'est-ce pas? Et moi-même que vous aurez le plaisir de retrouver dans ces ateliers. Donc les lundis 10 et 17 février. Donc si vous voulez nous voir en direct, eh bien, dépêchez-vous de cliquer sur le bouton. N'attendez plus, c'est le bon moment. Excellente fin de soirée ou fin de journée où que vous soyez à tous et à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. À bientôt. À la semaine prochaine à l'atelier. Au revoir.